La radio de la base britannique de RAF Leiston n'aurait jamais dû capter quoi que ce soit. La fréquence était censée être morte, noyée dans un souffle continu, inutile. Pourtant, ce jour-là, au milieu des parasites, une voix apparut. Claire, posée, distinctement britannique et profondément dérangeante. Elle ne parlait pas à l'Angleterre, elle parlait à eux. Les pilotes américains du 357 Fighter Group, fraîchement arrivés dans l'est de l'Angleterre, se figèrent. La voix semblait surgir de nulle part, comme si quelqu'un, quelque part, les observait déjà. Elle les appela par un nom qu'ils n'avaient jamais choisi, The Yoxford Boys. Un sobriquet prononcé avec mépris, chargé d'ironie. Des gamins, sous-entendait-elle. Des amateurs. Certainement pas des hommes capables de rivaliser avec la puissante Luftwaffe allemande. La voix appartenait à William Joyce, plus connu sous le nom de Lord Ho-Ho, le propagandiste le plus célèbre du Reich. Depuis l'Allemagne, il menait une guerre invisible, faite de mots, de moqueries et de menaces voilées. Son objectif n'était pas d'informer, mais de fissurer le moral, de semer le doute avant même que les moteurs ne rugissent. Mais ce jour-là, il commit une erreur irréversible. Car ces garçons qu'il tournait en dérision n'étaient pas arrivés en Europe par hasard. Ils étaient le produit brut d'une machine de guerre américaine lancée à pleine vitesse après l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. Le 357 Fighter Group avait été activé le 1er décembre 1942 en Californie, à Hamilton Field, dans un contexte d'urgence absolue. Les pertes alliées augmentaient, les bombardiers étaient décimés au-dessus de l'Allemagne et il fallait des chasseurs, vite. À la tête du groupe, le lieutenant-colonel Loring Stetson Jr. reçut 3 escadrons à former. Les 360 Z, 374 Tiered et 364th Fighter Squadron. Sur le papier, tout semblait clair. Dans la réalité, rien ne l'était. Le premier ennemi du 360th ne parlait pas allemand. Il ne tirait pas. Il tombait. L'avion qui leur fut confié, le Bell P-39 RA Cobra, était censé représenter l'avenir de la chasse américaine. En pratique, il devint un cauchemar. À Tonopah Army Airfield, au cœur du désert du Nevada, l'air raréfié mit brutalement en évidence ses défauts. Son moteur Allison peinait en altitude, et l'appareil avait une tendance meurtrière à décrocher sans avertissement. Une seconde d'inattention suffisait pour plonger dans une vrille impossible à rattraper. Chaque décollage ressemblait à un pari. Les pilotes étaient jeunes, terriblement jeunes. Chuck Yeager, Bud Anderson, Kit Carson, John England, Pete Peterson, des noms encore inconnus, des hommes sortis tout droit des écoles de pilotage avec à peine 200 heures de vol. Ils devaient apprendre à survivre dans un avion capricieux tout en maîtrisant le combat aérien, le tir, la navigation et le vol en formation. La marge d'erreur était inexistante. Les conditions au sol n'aidaient en rien. Les hommes vivaient dans des baraquements en papier goudronné, balayés par le sable et le vent. Pas de hangar digne de ce nom. Des journées brûlantes, des nuits glaciales. La fatigue s'accumulait, les nerfs s'usaient. Les accidents commencèrent à s'enchaîner. Des pilotes moururent avant même d'avoir vu l'ennemi. Puis ce fut un commandant d'escadron, puis un autre. Des collisions en plein ciel, des appareils pulvérisés à l'atterrissage. À chaque nom rayé du tableau, le groupe se vidait un peu plus de ses illusions. Lorsque le 357 quitta enfin le Nevada, puis Santa Rosa, puis d'autres bases encore, 14 hommes avaient déjà perdu la vie. Non pas au combat, mais à l'entraînement. Beaucoup auraient abandonné. Eux non. Ceux qui restèrent furent transformés, forgés non par la gloire, mais par la perte. Ils avaient appris une vérité brutale. Le ciel ne pardonne rien. Et quand, en novembre 1943, ils montèrent à bord du RMS Queen Elizabeth pour traverser l'Atlantique vers l'Angleterre, ils n'étaient plus simplement des élèves pilotes. Ils étaient des survivants. Lord Ho-Ho les appelait « boys ». Il ignorait encore qu'ils allaient bientôt donner un nouveau sens à ce mot, un sens que la Luftwaffe n'oublierait jamais.
Lorsqu'ils mirent pied à terre en Angleterre, l'hiver n'offrit aucun répit au 357 Fighter Group. Le voyage à bord du Queen Elizabeth avait été rapide, tendu, silencieux. La traversée de l'Atlantique restait une loterie, même sur un paquebot géant transformé en transport de troupes. Mais une fois arrivés, une autre réalité les attendait, plus frustrante encore que les tempêtes sous les sous-marins. Ils n'avaient presque pas d'avion. Installés provisoirement à RAF Raydon, dans le Suffolk, les pilotes découvrirent que leur affectation initiale au 9th Air Force ne leur garantissait rien. À la fin du mois de décembre, le groupe ne disposait que d'une quinzaine de chasseurs P-51 Mustang. À peine de quoi permettre au commandant d'escadron de se familiariser avec la machine, certainement pas d'entraîner tout un groupe destiné au combat. Pourtant, dès les premiers vols, une évidence s'imposa. Après l'Era Cobra, le Mustang semblait presque irréel, plus rapide, plus stable, doté d'un rayon d'action sans précédent grâce à son moteur Rolls-Royce Merlin. Il incarnait exactement ce qui manquait jusque-là aux forces aériennes alliées. Pour la première fois, un chasseur pouvait escorter les bombardiers lourds jusqu'au cœur de l'Allemagne et revenir. La situation stratégique évoluait à toute vitesse. Les pertes des formations de bombardiers devenaient insoutenables. Les missions profondes se terminaient trop souvent par des massacres. La décision tomba à la fin du mois de janvier 1944. Priorité absolue aux groupes capables de voler sur Mustang au sein du 8th Air Force. Le 357 fut transféré presque du jour au lendemain, échangeant sa place avec un groupe de P-47 déjà engagé. Le 31 janvier, les hommes déménagèrent vers leur base définitive, RAF Leiston, station 373. Un ensemble de pistes en béton et de baraquements noyés dans la campagne anglaise face à la mer du Nord. Ce serait leur maison pour les 18 mois à venir. C'est là que la voix revint. À travers les ondes, le propagandiste allemand recommença ses attaques verbales. Il parlait de Leiston, mais citait un village voisin, Yoxford, comme s'il connaissait chaque recoin de la région. Le ton était condescendant, moqueur, presque amusé. Les Yoxford Boys, disait-il, n'étaient pas prêts. Ils ne survivraient pas face aux véritables professionnels du ciel. À la surprise générale, le surnom resta. Au lieu de le rejeter, les pilotes se l'approprièrent. Il apparut sur les murs, dans les conversations, parfois même griffonné sur les carnets de vol. Ce qui devait être une humiliation devint un symbole. Une manière de dire « Nous savons ce que vous pensez de nous, et nous volerons quand même ». Début février, le groupe reçut enfin un effectif complet de P-51B Mustang. Les mécanos travaillaient jour et nuit. Les pilotes accumulaient les heures, découvrant les forces et les limites de leur nouvel appareil. La machine exigeait du respect, mais elle rendait chaque manœuvre possible. En altitude, elle conservait sa puissance. En piqué, elle devenait implacable. Le moment tant redouté arriva le 11 février 1944. Première mission de combat. Une escorte de bombardiers visant des sites de lancement de missiles dans le Pas-de-Calais. Pour beaucoup, ce fut un choc brutal. Les formations serrées, la radio saturée, les premières traçantes dans le ciel gris. Aucun triomphe spectaculaire, mais un apprentissage essentiel. Quelques jours plus tard, un nouveau changement frappa le groupe. Le commandant Edwin Chickering fut muté à un poste d'état-major. Le commandement passa au colonel Henry Spicer. 3 jours seulement après sa prise de fonction, le 357 fut engagé dans ce qui allait devenir l'un des moments charnières de la guerre aérienne. L'opération Argument, bientôt surnommée la Big Week, débuta le 20 février. Pendant plusieurs jours, des centaines de bombardiers alliés frappèrent sans relâche les usines aéronautiques allemandes. L'objectif était clair, forcer la Luftwaffe à combattre, puis l'user jusqu'à l'os. Pour les Yoxford Boys, cela signifiait une plongée directe dans l'enfer. Au-dessus de l'Allemagne centrale, le ciel se remplit de chasseurs ennemis. Des combats massifs, confus, violents. Plus de duels isolés, mais des mêlées où des dizaines d'appareils s'entrecroisaient à grande vitesse. Les jeunes pilotes durent appliquer tout ce qu'ils avaient appris, ou mourir. Le lieutenant Calvert Williams, du 362e escadron, ouvrit le compteur en abattant un Messerschmitt Bf-109. D'autres suivirent.
À la fin de la Big Week, le groupe revendiquait 22 victoires aériennes, au prix de 8 Mustangs perdus. Ils avaient saigné. Mais ils avaient tenu. Et surtout, ils avaient prouvé une chose que même la voix à la radio ne pouvait plus nier. Ces pilotes, à peine sortis de l'entraînement, pouvaient affronter les vétérans allemands et revenir vivants. La Luftwaffe venait de rencontrer un adversaire inattendu. Et ce n'était que le début. La période qui suivit la Big Week ne laissa aucun temps pour célébrer quoi que ce soit. À peine les mécanos avaient-ils réparé les impacts et remplacé les appareils manquants que le 357 Fighter Group reçut de nouveaux ordres. Les missions s'enchaînaient désormais à un rythme implacable. Chaque briefing annonçait une destination plus lointaine, une opposition plus organisée, un risque plus élevé. Le 5 mars 1944, lors d'une mission d'escorte vers Bordeaux, le groupe subit un choc brutal. Le colonel Henry Spicer, en tête de formation, fut touché par la chasse allemande. Son Mustang disparut dans la couche nuageuse et la nouvelle tomba rapidement. Il avait survécu, mais avait été capturé. Après moins de 3 semaines de commandement, le groupe perdait son chef en plein combat. Le même engagement faillit coûter la vie à Chuck Yeager. Touché à son tour, il dut sauter en parachute au-dessus de la France occupée. Pendant 25 jours, il échappa aux patrouilles allemandes, caché, déplacé de ferme en ferme par la résistance française, avant de franchir les Pyrénées et de rejoindre l'Espagne. Peu de pilotes revenaient d'une telle épreuve sans y laisser quelque chose. Yeager, lui, revint plus déterminé que jamais. Le commandement passa rapidement au colonel Donald Graham. Il n'héritait pas d'un groupe intact, mais d'une unité déjà marquée par les pertes et pourtant de plus en plus redoutable. Dès le lendemain de sa prise de fonction, le 6 mars, il mena le 357 vers une mission dont la portée symbolique dépassait tout ce qu'ils avaient connu jusque-là. Berlin. C'était la première attaque américaine de jour contre la capitale allemande. Une démonstration de portée stratégique autant que de volonté politique. Le Mustang avait été conçu pour ce moment précis. Aucun autre chasseur allié ne pouvait accompagner les bombardiers sur un aller-retour de plus de 1700 km. La mission faillit tourner court dès le départ. Des problèmes mécaniques forcèrent Graham à rebrousser chemin, laissant le commandement en vol au major Tommy Hayes du 364e escadron. La navigation se révéla extrêmement délicate. Le continent européen était entièrement recouvert de nuages. À l'heure prévue du rendez-vous, Hayes rompit le silence radio, demandant simplement où se trouvait Berlin. La réponse, hésitante, indiqua qu'il l'avait peut-être déjà dépassé. Le groupe vira de 180 degrés dans une trouée des nuages. Quelques instants plus tard, les bombardiers apparurent à seulement quelques kilomètres. Une manœuvre risquée, mais parfaitement exécutée. La réaction allemande ne tarda pas. Des dizaines de chasseurs montèrent à l'interception. Des Bf-110, des Me-410, des Bf-109. Plus d'une centaine d'appareils convergèrent vers la formation. Le ciel au-dessus de Berlin devint un chaos de traînées blanches et de virages violents. Le capitaine William O'Brien engagea un bimoteur ennemi à courte distance, mettant le feu à son moteur avant de le voir plonger et s'écraser sur un complexe industriel. À la fin de l'affrontement, le résultat stupéfia même les vétérans. 20 appareils allemands détruits, sans aucune perte du côté du 357. Leur premier jour parfait. À partir de ce moment, quelque chose changea définitivement. Le groupe entra dans une phase d'apprentissage accélérée. Les jeunes pilotes n'étaient plus seulement courageux, ils devenaient méthodiques. Au cœur de cette transformation se trouvait une initiative informelle menée par le capitaine Kit Carson. Ses camarades l'avaient surnommé Clobber College. Après chaque mission, les pilotes se rassemblaient. Carson analysait chaque engagement, chaque erreur, chaque réussite. Il enseignait comment exploiter la vitesse du Mustang, comment refuser les combats tournoyants défavorables, comment frapper puis se dégager. Les nouveaux arrivants apprenaient directement de ceux qui avaient survécu. Les résultats furent spectaculaires. Le 11 avril, le groupe revendiqua 25 victoires en une seule mission. Le lieutenant Fletcher Adams, pris dans un combat tournoyant à basse altitude,
échappa de justesse à un adversaire qu'il prit d'abord pour son ailier. Ses réflexes, forgés par l'entraînement intensif, lui sauvèrent la vie et coûtèrent celle de son poursuivant. Les succès individuels commencèrent à s'accumuler. Le 16 mars, le capitaine Jack Warren et le lieutenant John Carter devinrent les premiers as du groupe. Warren disparaîtrait 2 jours plus tard, rappel brutal que chaque victoire restait précaire. D'autres noms s'imposèrent. John England, précis, calme, méthodique. Pete Peterson, agressif, presque imprudent, mais redoutablement efficace. Les rivalités amicales poussaient chacun à se dépasser, tout en renforçant la cohésion du groupe. Le 357 n'était plus un ensemble de pilotes survivants. Il devenait une force organisée, confiante, dangereuse. Et alors que le printemps avançait, la Luftwaffe concentra de plus en plus de moyens pour tenter de briser ces formations d'escorte qui pénétraient désormais profondément dans son espace aérien. Les combats à venir seraient encore plus vastes, plus violents, et mettraient à l'épreuve tout ce que les Oxford Boys avaient appris jusque-là. À l'automne 1944, le 357 Fighter Group avait changé de visage. Les pertes, les missions répétées et l'expérience accumulée avaient transformé des jeunes pilotes en chefs de patrouille sur 2, capables de prendre des décisions en quelques secondes. Les briefings étaient plus courts, les décollages plus silencieux. Chacun savait que la Luftwaffe, acculée, allait se battre avec une violence renouvelée. Le 12 octobre, lors d'une mission d'escorte vers Brême, Chuck Yeager reçut une responsabilité rare pour son âge. Il devait diriger l'ensemble du groupe, ses 3 escadrons volant loin en avant des bombardiers. À 25 000 pieds, au-dessus du lac de Steinhuder, il repéra une formation ennemie traversant leur trajectoire. 22 Messerschmitt Bf 109 à altitude équivalente, parfaitement visibles. La position était idéale, le soleil derrière eux, l'ennemi inconscient du danger. Yeager manœuvra ses 16 Mustangs pour se placer dans le dos de la formation allemande. Alors qu'il s'approchait de 2 chasseurs légèrement décalés sur la droite, une scène presque absurde se produisit. Le premier pilote ennemi ralentit brusquement, se retourna et sauta en parachute. Son ailier l'imita aussitôt. 2 victoires, sans tirer un seul coup. Yeager largua ses réservoirs et attaqua le cœur de la formation. À 600 yards, il ouvrit le feu, ses balles frappant violemment le cockpit d'un adversaire qui partit en vrille. Le combat se transforma en mêlée sauvage. À courte distance, Yeager enchaîna les manœuvres serrées, encaissant jusqu'à 6 jets, détruisant 2 autres appareils en quelques minutes. En une seule mission, il avait abattu 5 chasseurs ennemis. Un exploit rarissime. Le premier as en un jour du 357. Un mois plus tard, Kit Carson répéta l'exploit au-dessus de Magdebourg, confirmant que ce n'était pas un hasard, mais le résultat d'un système, d'un entraînement et d'une maîtrise tactique désormais complète. Puis 20 janvier 1945. Le 14 janvier, 66 Mustangs décollèrent de Leiston pour escorter des bombardiers visant des installations pétrolières près de Berlin. Le commandant du groupe, le lieutenant-colonel Irwin Dregn, mit en place une formation éprouvée. En apparence, la mission semblait routinière. Elle ne le fut pas. Près de Brandebourg, les pilotes aperçurent des traînées de condensation innombrables. Plus de 200 chasseurs allemands convergeaient. Des formations lourdes de Focke-Wulf 190, volants serrés, spécialement conçus pour détruire les bombardiers, protégés par une masse de Bf 109 en altitude. Tout ce que la Luftwaffe avait encore de disponible avait été engagé. Le ciel devint un champ de bataille total. Les escadrons du 357 frappèrent les formations ennemies avant qu'elles n'atteignent les bombardiers. Les combats s'entrelacèrent à toutes les altitudes. Les mois d'entraînement, les leçons de Clover College, la discipline collective firent la différence. Yeager et John England revendiquèrent chacun 4 victoires. Carson et Dregn en ajoutèrent 3 chacun. Lorsque les appareils allemands survivants se replièrent, le bilan défiait toute croyance. 56 victoires et demie en une seule mission. Le plus grand succès journalier jamais enregistré par le 8th Air Force. Le groupe venait d'atteindre un sommet que personne n'aurait imaginé quelques mois plus tôt. Pourtant, une nouvelle menace apparut peu après.
Le 6 novembre 1944, en patrouille à basse altitude, Yeager aperçut un avion à la silhouette étrange. Aucune hélice, des ailes en flèche, 2 nacelles sous les ailes. Il venait de croiser le Messerschmitt Me 262, le premier chasseur à réaction opérationnelle. Profitant d'une approche lente vers un terrain, Yeager plongea depuis l'altitude, malgré la défense antiaérienne protégeant la zone. Il tira une courte rafale. L'aile de l'appareil à réaction fut touchée. L'avion s'écrasa avant d'atteindre la piste. Le 357 venait d'abattre un chasseur d'un nouveau monde. Au printemps 1945, la fin approchait. Les missions continuaient, mais l'opposition diminuait. Le 25 avril, le groupe effectua sa dernière sortie de combat. En 14 mois, les Oxford Boys avaient revendiqué 595 victoires et demie en combat aérien, plus de 100 appareils détruits au sol et produit 42 as. Un rythme inégalé. Lorsque les moteurs se turent définitivement en Europe, une chose était claire. La voix qui s'était moquée d'eux à la radio avait sous-estimé ce que ces pilotes allaient devenir. Ce qui devait être une provocation était devenu un mont craint dans le ciel. Et même lorsque la guerre prit fin, ce nom continuait de résonner, porté par ceux qui avaient survécu assez longtemps pour en écrire l'histoire. Si cette histoire t'a captivé, pense à liker la vidéo, à laisser un commentaire et à t'abonner pour ne pas manquer les prochains récits où le ciel, la guerre et les hommes se rencontrent.